Bonsoir Marine Tondelier, vous êtes Bonsoir. la nouvelle patronne des Verts. On vous a vu, j'ai vu un tweet de votre part avec une photo de vous à la manifestation. Vous avez donc manifesté. Exactement, j'en reviens et je suis encore très émue de ce que j'ai vu cet après-midi. Émue et fière parce que il y avait un petit suspense quand même sur à quel point on arrivait à mobiliser. La barre avait été mise à 1 million de manifestants. Philippe Martinez nous annonce 2 millions. Voilà, et on vous voilà avec Philippe Martinez. C'est ça, et c'est assez représentatif. Philippe Martinez, Sybille, votre présidente de groupe à l'Assemblée nationale, et Mélanie Vogel, qui est coprésidente du Parti Vert européen et qui est sénatrice. On a passé une très belle après-midi. L'intersyndicale est à présent réunie. On voit ce micro qui attend une décision. Manifestement, ça a l'air un petit peu plus compliqué que la fois précédente. Alors, vous allez me dire que c'est au syndicat de décider. Je ne pense pas que ce soit plus compliqué. Pourquoi ? Parce que voilà, ça a duré 5 minutes. On a déjà marché toute l'après-midi. C'est vrai. Voilà. Et puis la première date avait été longue à fixer parce qu'il fallait que ça réussisse, il fallait trouver le moment idéal pour mobiliser les travailleurs. On est un peu même dépassé par le succès de cette journée. On attendait on est à 2 millions et pas grand monde n'y croyait quand on a annoncé le chiffre d'1 million au début. Et donc, il faut faire le bilan de la journée. La police, vous contesterez ces chiffres, la police dit 1,120 millions. Oui, mais si la police donne des chiffres supérieurs à ce que nous, on pressentait comme mobilisation, c'est que c'est encore plus supérieur. 2 millions, ça doit être quelque part au milieu, alors, vous en conviendrez. C'est forcément plus que ce que dit la police. Et moi, quand j'entends des chiffres comme 10 000 à Rodez, 10 000 à Bayonne, quasiment 20 000 à Clermont-Ferrand, il se passe quelque chose qu'on n'a quand même pas vu depuis longtemps. Et moi, j'étais pas là en 95, j'étais en CM2, mais j'ai entendu toute l'après-midi des gens dire ça me rappelle 95. Faire remarquer à ceux qui s'en souviennent, qui sont vieux, c'est désagréable. Bah non, mais je vais pas faire semblant que j'y étais, je n'y étais pas. Mais vous voyez, moi j'ai senti dans ce pays où on subit quand même beaucoup d'humiliation depuis des années, j'ai senti que beaucoup de gens étaient en train de relever la tête, étaient assez fiers d'être là, que c'était une démonstration de dignité et que ça ouvrait beaucoup d'espoir de possible pour les semaines qui viennent. J'ai noté les chiffres quelque part, je ne les ai plus, j'ai vu que c'était des chiffres à peu près comparables à ceux contre la réforme Sarkozy, qui faisait passer à 62 millions, et pour autant, en dépit de ces chiffres, la réforme a eu lieu. Donc là, c'est la première manifestation d'une longue série. Ce n'est pas une manifestation réussie, n'est pas le gage de l'abandon d'un texte. Non, ce qui va compter, c'est la détermination. Ça, on le sait. Et on voit bien qu'à l'Assemblée nationale, nous aurons des députés très déterminés, mais on connaît la menace du 49.3 et puis le fait que ce choix du projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale va compresser les débats, puisque si en 20 jours, c'est pas adopté à l'Assemblée, ça part mécaniquement au Sénat, et que si c'est toujours pas adopté au Sénat, ça peut être mis en œuvre par ordonnance directement. Il n'y a même que 15 jours au Sénat. Mais aller dans cette application par ordonnance ou utiliser le 49.3 quand 2 millions de personnes sont dans la rue, je vais continuer à utiliser le chiffre de 2 millions quand même, c'est quand même un petit peu difficile, je pense, politiquement. Et là, on était au premier jour de la mobilisation, ça va continuer. Et dans la rue, il n'y aura pas de 49.3 possible. Les ordonnances, je précise que c'est ce dont vous accusez. C'est le procès d'intention que vous faites au gouvernement. Personne n'a parlé d'ordonnance jusqu'à présent. Non, mais le choix de passer non pas par un projet de loi, mais par ce possible, système mais personne permet ça à la fin. Ça le permet. C'est l'épée de Damoclès qui pèse quand même et qui montre que même s'ils n'arrivent pas, parce qu'on voit quand même qu'au sein de leur majorité, ça le permet, mais vous êtes d'accord que pour l'instant, personne n'a prononcé ce nom dans la majorité. Mais ils ont choisi ce véhicule à dessein quand même. Et par ailleurs, on voit que dans leur majorité, ça commence déjà à être compliqué, que Barbara Pompili a déjà dit qu'en l'état, ils ne pouvaient pas voter. Ils sont 2, mais c'est une majorité où il n'y a pas souvent ce genre de diversion. Ils comptaient sur des groupes parlementaires alliés qui déjà se désolidarisent, y compris François Bayrou fait preuve, donne des petits indices qu'il n'est pas complètement à l'aise. Les Républicains disent qu'ils suivent, mais jusqu'où? Et donc on voit bien que ça s'annonce pas tout à fait simple pour la majorité. Alors pendant que vous parlez, on voit la place de la Nation où on ne la voit plus, où ça se disperse. Voilà, où ça se disperse manifestement sans incident. C'est ce que nous disait notre envoyé spécial Naoufel El Kawafi il y a un instant. L'intersyndicale est réunie. Si vous étiez à l'intérieur de cette intersyndicale, qu'est-ce que vous proposeriez? Comment souhaitez... Alors je sais que c'est au syndicat de décider, mais qu'est-ce que vous souhaitez? Comment souhaitez-vous que ce mouvement continue? Déjà, je les remercierai beaucoup parce qu'ils ont réussi à organiser le succès d'aujourd'hui et c'est par notre discipline collective en disant on ira derrière les syndicats, c'est eux qui savent mobiliser le monde du travail qu'on y est parvenu ensemble. Moi, je pense que ça va être long, qu'on va pas faire là des manifestations tous les jours pendant 4 mois. Et donc, je pense qu'il faut une date, dans les 10 jours qui viennent, il faut une deuxième date de mobilisation. Et puis, il faut aussi préparer le moment où le texte va arriver à l'Assemblée nationale. Je pense que c'est le 6 février que commenceront les débats en hémicycle. Donc, c'est sûrement un moment aussi qui va cristalliser quelque chose. Et ce qui serait bien un moment aussi, je pense, c'est d'avoir une date, un week-end, parce qu'on ne mobilise pas les mêmes publics quand c'est un week-end. Et ça n'oblige pas à déposer un jour de grève.
Bah, il faut faire les deux, c'est-à-dire que les travailleurs qui se reposent le week-end sont contents de faire la semaine, et puis il y a d'autres publics, et il faut qu'on arrive à mobiliser tout le monde. Faut se dire aussi que je pense que beaucoup de personnes attendaient de voir comment ça se passerait aujourd'hui, parce que moi je vois plus depuis quelques temps, par exemple, des familles et des enfants en manifestation. Les gens ont peur. Bah là, ça s'est bien passé. Oui, mais c'était pas le cas depuis quelques mois ou quelques années, et du coup je pense que la manière dont ça s'est bien passé aujourd'hui, qui est très réjouissante, peut aussi amener les gens à se dire bah tiens, on peut aller manifester samedi en famille. On est dans les manifs qui sont bien organisés. Je vous ai entendu ce matin sur une radio périphérique, comme on dit, dire que si ça se passait mal, s'il y avait des incidents, c'était la faute de la police. Est-ce que, comme ça s'est bien passé aujourd'hui, vous dites que c'est grâce à la police? Je pense qu'il y avait une vraie responsabilité, non pas de la police, j'ai dit de la politique de maintien de l'ordre en France. Les policiers appliquent quand même des consignes qu'on leur donne, et une partie des policiers étaient quand même très mal à l'aise. Si je résume en disant, depuis que c'est plus Philippe Lallemand, depuis que c'est plus Didier Lallemand, mais que c'est Monsieur Laurent Nunez, c'est mieux. Bah, je parle du préfet de police de Paris. Ça s'est bien passé, et qu'il y avait une sorte de... Il y avait vraiment une politique de maintien de l'ordre qui posait problème, et qui était dénoncée d'ailleurs même dans plein de pays d'Europe. Ils comprenaient pas ce qu'on faisait à un moment. Et donc je trouve que là, c'était bien organisé, et c'est grâce à tout le monde à la fin. Bravo la police, vous pouvez le dire, ou bravo tout le monde, et les organisateurs. Y compris la police. On verra à la fin si ça se passe bien, mais vous savez, quand vous organisez ce genre de manifestation... C'est compliqué, hein, bravo la police, vous avez du mal. Hein. Mais bravo tout le monde. Je veux dire, quand ça se passe bien, c'est tout le monde. Non mais ce matin, je vous ai entendu ce matin. Vous avez du mal à le dire aussi. Non mais pas du tout. Bravo tout le monde. Pas du tout. J'ai dit que c'était un succès. Ce matin, vous disiez pas c'est de la faute de tout le monde. Non, vous disiez c'est la politique de maintien de l'ordre, et je parlais pas des policiers. Vous m'entendrez jamais dire du mal des policiers. Il me semble l'avoir jamais fait de ma vie, et c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Concernant la mobilisation, j'ai bien compris. Vous étiez en CM2 en 95, mais moi je me souviens, la France était bloquée plusieurs jours consécutifs. Ce n'est pas ce que vous souhaitez. Vous souhaitez une journée par semaine, en gros. Ah ben, on va commencer comme ça, et puis si à un moment on n'est pas entendu, on devra le dire plus fort. C'est un rapport de force qui est en train de se créer entre la rue et un gouvernement. Donc j'entendais ce matin qu'on nous expliquait qu'il fallait pas que ce soit trop intensif, qu'il fallait faire attention. Bientôt on allait nous demander de chanter les slogans à voix basse pour pas déranger les voisins. Donc cette manifestation s'est bien passée. Normalement, le gouvernement doit commencer à comprendre que ça va être compliqué. On attend de voir quel projet de loi il propose, parce que il y a quand même des compromis qui sont annoncés où personne ne comprend rien. Les histoires de 85% du SMIC minimum, par exemple, pour les petites retraites, personne n'a rien compris. Des journalistes sérieux commencent à enquêter, à nous dire que c'est même pas possible dans les faits. Donc il y a plein de choses, on voit pas trop comment ils vont faire. Normalement, en annonçant le projet concret de leur texte, ils peuvent déjà faire des compromis. On verra comment on fait sur la suite du débat. Mais si rien n'est entendu, alors on continuera. Et on intensifiera. J'ai une nouvelle pour vous, parce que les syndicats manifestement se sont mis d'accord. Alors, quelle date je prévois pour revenir à votre avis 26 ou 31 31. Je suis forte ou pas? Vous êtes très forte. Donc retraite, nouvelle journée de mobilisation le 31 janvier selon les syndicats, ça vient de l'AFP. Donc manifestement, les syndicats, vous allez voir après la place de la Nation, vous allez voir la salle où tout ça va nous être annoncé officiellement. Les syndicats se sont mis d'accord pour une nouvelle journée de mobilisation. Donc c'est dans 10 jours à peu près, c'est mardi, non pas dans 12 jours, non pas. Donc voilà, donc c'est ce que vous souhaitiez. Donc ce n'est pas le choix, c'est pas un peu tard. Parce qu'après un tel succès, est-ce qu'il ne fallait pas battre le fer tant qu'il est chaud, comme on dit, plutôt que de laisser 12 jours sans manifestation? Est-ce que c'est comme ça qu'on met la pression, en espaçant de 12 jours les journées? Première chose, il va pas rien se passer entre aujourd'hui et le 31. Il y a plein d'autres manières de faire pression sur le gouvernement. Non, il y a la marche de samedi où vous irez pas. Des marches. Il va y avoir beaucoup d'autres choses. Et puis, vous savez, ces grèves, elles vont finir par être nombreuses et dures. Et donc, le secret du guerrier, c'est de durer. Et il va falloir monter en intensité. Oui, mais comme et pour monter en intensité, rien ne sert de courir, il faut partir à point. C'est ce qu'on est en train de faire. Bien sûr, bravo pour toutes les expressions, mais comme vous l'avez dit, là, le temps est compté. C'est-à-dire que parallèlement, le processus législatif a un temps encore compté. Le texte du projet de loi. Oui, mais vous l'avez dit, 6 février, ça commence le 6 février, on rajoute 20 jours. Le 31, c'est avant. Le 31, c'est avant, d'accord. Et puis sûrement qu'il y aura moins d'espace entre la première et la deuxième qu'entre la deuxième et la troisième. D'accord. Faites-nous confiance. Les gens avaient des doutes sur la fixation de la première date, pourquoi c'est si tard, pourquoi on l'a pas encore, comment ils vont faire. Jusque-là, tout se passe comme prévu, j'ai envie de vous dire. C'est-à-dire que faut nous faire confiance, et que vous voyez la partie immergée de l'iceberg, et que derrière ce que vous voyez, ça travaille, ça prend des décisions intelligentes pour le bien de cette mobilisation qui est en train de prendre bien plus et bien mieux que ce qu'on aurait pu prévoir. Il faut faire confiance là-dessus à l'intersyndicale. Pourquoi les mouvements de jeunesse et Jean-Luc Mélenchon appellent à défiler samedi? Pourquoi vous n'y allez pas? Déjà, vous savez déjà ce que je vais faire. Vous avez dit que vous ne vous associez pas à cette journée, que c'était ça. Oui, vous l'avez dit très clairement. Oui, parce que on a appelé clairement, et pour des questions de méthode et collective dont je vous ai parlé,
on a dit qu'on suivrait les syndicats, qu'on irait à toutes les manifs auxquelles ils appelleraient. En l'occurrence, ils avaient appelé à celle d'aujourd'hui, ils appellent à celle du 31. Et voilà, et les jeunes ont organisé cet événement. C'est très bien qu'ils le fassent. Moi, pour le coup, je serai à Hénin-Beaumont ce jour-là en famille parce que ça fait quand même quelques jours que j'ai pas vu mon fils. Donc voilà où je serai aussi avec des jeunes. Et je leur souhaite une bonne manifestation. Mais vous savez, ce genre de mouvement social demande un peu de méthode. Et donc, je propose qu'on s'en remette aux spécialistes. Bien. On va aborder un autre aspect de cette interview qui est votre action à la tête des Verts. Où vous avez accédé il y a quelques semaines. Vous êtes la dernière arrivée dans le club des chefs de parti et vous faites des débuts tonitruants. Nous revendiquons que nous ne voulons plus en France de milliardaires. Nous voulons une France sans milliardaires. Alors oui, je vous le confirme, nous allons faire la ZAD, pas juste à l'Assemblée, mais dans toute la France, dans les semaines qui viennent. Nous serons une zone à défendre. Les milliardaires, ça sert à rien, on va faire une ZAD, on parlera du fond après. Parlons de la forme. J'aime bien parler du fond quand même. Je m'en doute. Mais moi, je voudrais vous poser une question sur la forme. En vous revoyant, est-ce que vous dites pas c'est un peu outré ? En fait, la première fois que j'ai dit la ZAD, c'était au meeting précédent, celui qui était organisé par Fakir et Reporters. Je l'ai dit comme ça parce que c'est mon vocabulaire, parce que c'est comme ça qu'on milite chez les Verts et que les ZAD, c'est pas des tanks Quechua et je sais pas quoi. C'est la nature qui se défend, c'est protéger le bocage de Notre-Dame-des-Landes et le sauver à la fin. Voilà. C'est ça qui s'est passé à la ZAD. Pas que, on est d'accord, pas que. Certains qui n'y sont jamais allés ont peut-être une marche déformée. Moi, ce que j'ai vu quand j'y suis allée plusieurs fois, c'était des maraîchers, des randonneurs, des écologistes qui, ensemble, ont réussi à sauver ce bocage. Ok, tout cela existe, mais c'est pas que ça la ZAD. La première fois que je l'ai dit, non mais attendez, est-ce qu'on est d'accord que la ZAD... Voilà. Et donc j'ai été amenée après à expliquer pourquoi j'avais fait ça. Et moi je revendique la convergence des luttes entre les luttes environnementales. La ZAD a été une méthode et encore une fois la ZAD c'était une zone à défendre, c'était pas une zone de non-droit, c'était pas ce que j'ai pu entendre parfois. Et aujourd'hui une convergence des luttes avec les droits sociaux et nous allons faire des droits sociaux aussi une zone à défendre avec le même succès je l'espère qu'à Notre-Dame-des-Landes. Je comprends mais vous l'avez dit vous-même, ça a été commenté, vous avez fait de la reprise comme on dit. Laissez-moi poser la question. J'ai fait de la reprise grâce au ministre du Travail qui s'est emparé de cette expression en coupant la vidéo de manière mal intentionnée parce que je disais juste après dans le respect du règlement antérieur. D'accord, mais en tenant des propos comme ça assez forts, est-ce que vous avez vraiment l'impression de faire avancer la cause ? Je vais vous poser la question différemment. Est-ce que c'est avec ce genre de déclaration que vous allez faire de l'écologie une force de gouvernement et d'alternance crédible, ce qui vous manque aujourd'hui ? C'est quoi l'urgence aujourd'hui dans les semaines qui viennent ? C'est de faire reculer cette réforme des retraites. On est dans un moment où on demande des efforts aux Français, quand même toujours aux mêmes, et on va leur demander de travailler 2 ans en plus. Vous n'avez pas été élu pour ça. On demande. Je suis pas parlementaire. Je suis chef élu à la tête des écologistes. C'est ce que je disais. Élu à la tête des Verts. Ce que nos électeurs nous demandent, est-ce que les Français, soit qui votent pour nous, soit dont on aimerait qu'ils votent pour nous, en tout cas celles et ceux que l'on défend, c'est ne pas travailler 64 ans. Si on me reproche de faire preuve de détermination, parce que certains aimeraient bien qu'on fasse rien, qu'on se taise et qu'on attende, je veux bien prendre le point. Mais nous sommes déterminés, nous allons le montrer. Et en fait, on peut pas se faire accuser par des ministres dès qu'on dit un truc. En fait, ce qu'il faudrait que les ministres, c'est rien dire sur la réforme, pas manifester, attendre calmement que ça passe. C'est pas l'état d'esprit des écologistes. Nous voulons que cette réforme ne passe pas. Nous mettrons en œuvre les moyens pour qu'elle ne passe pas de manière non violente parce que c'est nos méthodes. Et si on n'a même plus le droit de parler, alors ça nous fait quand même beaucoup d'outils en moins. Donc oui, on parle, on utilise des expressions, on utilise notre histoire écologiste, on utilise des victoires précédentes et c'était le cas à Notre-Dame-des-Landes. Et surtout, moi ce que je veux démontrer, c'est que retraite, climat, même combat, je pense que les Françaises et les Français ont compris, par exemple, dans la manière dont on parlait, qu'il y avait vraiment une convergence de États et du fait que si la bonne méthode, c'est la provocation, parce que c'est un peu provocateur. On a réussi, par exemple, à mettre sur la table le fait que si on ne combattait que pour les droits sociaux aujourd'hui et pas pour le climat, alors dans 30 ans, les jeunes n'auraient pas de retraite. Sur l'histoire des milliardaires, c'est intéressant aussi comme débat, parce qu'il ne faudrait pas en parler. C'est-à-dire que les ministres disent, bah oui, mais c'est comme ça, la réforme, c'est dur, mais il faut faire des efforts. Ok. Mais pourquoi c'est juste les travailleurs qui vont devoir travailler 2 ans de plus qui devraient faire des efforts ? Pourquoi le capital ne fait pas d'efforts ? Pourquoi les ultra-riches ne font pas d'efforts ? Et on ne parle pas de très riches. On parle de quelqu'un, Bernard Arnault, qui a 213 milliards d'euros. C'est-à-dire que si vous prenez un Français qui, le jour de l'armistice, le 11 novembre 2018, avait gagné au loto 2 millions d'euros, le gros lot, et ainsi que tous les jours suivants jusqu'à aujourd'hui, 37 000 jours, il n'aurait toujours pas la moitié de la fortune de Bernard Arnault. On ne se représente pas tellement c'est d'argent. Et c'est toxique pour le climat. C'est injuste, c'est pas vérité, c'est toxique pour le climat. Pardon, je vais continuer sur la forme. En défense, en répondant sur les retraites, on a aussi le droit de lancer d'autres sujets. C'est ce que j'ai fait parce que je veux que le gouvernement nous explique pourquoi il prend l'argent aux plus précaires, allocation chômage, allocation logement,
gouvernement, retraite, et pas aux ultra-riches. Est-ce que, dont tout le monde sait qu'ils ont les moyens. en vous exprimant ainsi, en parlant cru et dru, comme dirait Jean-Luc Mélenchon, est-ce que vous voulez nous dire que l'écologie bien élevée de Yannick Jadot n'intéresse personne et qu'il faut un peu monter le ton? Alors moi, j'ai jamais dit ça, mais ça a beaucoup été dit par des journalistes pendant la campagne. Moi, ce que j'ai dit quand j'ai été élue à Rungis, secrétaire nationale des Verts, c'est que nous allions repartir à l'offensive, que nous allions mener une écologie populaire, et ça veut dire défendre les gens. Et en fait, peut-être qu'en étant trop sage, bien poli, en attendant notre coin sans trop faire de bruit pour déranger personne, on sert à rien. Ce serait pas les milliardaires, là, ce serait nous qui servirions à rien. Et en fait, on a envie d'être utile. Donc, faut monter le son. Et on va pas se laisser faire, se laisser imposer les débats et se dire que pendant 5 semaines, on est juste obligé de subir en défense sur les retraites. On va le faire, on va la tenir, cette zone à défendre sur les retraites. Mais on a aussi le droit de lancer d'autres débats et par exemple de ne pas laisser croire aux Français, c'est ce que le gouvernement fait, qu'il y a juste 2 choix. Premier choix, vous travaillez plus longtemps. Deuxième choix, vous avez des retraites moins importantes. Bah non, il y a un 3e choix qui est de taxer les ultra-riches. 2% de taxation des ultra-riches permettrait de couvrir le déficit des retraites qui est annoncé pour 2030. C'est pas beau la vie ? Alors, il y en a un autre qui tient des propos provocateurs, c'est votre partenaire de la NUP et patron du PC, Fabien Roussel. Il a dit ceci. C'est pas le tout de le citer, hein. Faut y mettre du contenu, hein. Bah, tout le monde est pour le travail. Mais tout le monde n'est pas pour le travail, hein. Non, c'est vrai, il y en a qui notamment. C'est vrai, il y a des fléministes, il y a ceux qui sont pour la flemme. Mais elle appréciera. Mais non, tout le monde n'est pas pour mettre le même contenu que nous mettons nous au travail. Alors il a dit fléministe, assimilé dans une expression le féminisme à la flemme. Ça vous a inspiré quoi? Moi franchement, on m'avait envoyé cet extrait en me disant Fabien Roussel a dit ça, j'ai même pas compris ce qu'il voulait dire au début. À mon avis, vous avez très bien compris. Ce qui est sûr, c'est qu'on en a déjà débattu ensemble, et je l'avais dit à l'époque, on n'a pas la même conception de la valeur travail. Chez les écologistes, depuis 40 ans qu'on milite, on explique qu'il faut changer notre rapport au travail et que le travail doit pas être au centre de la vie. On ne dit pas qu'il faut plus travailler, mais on a porté depuis longtemps la semaine à 32 heures, la 6e semaine de congé payé. On pense que le travail doit être mieux partagé, que les salariés doivent avoir plus de poids dans leur entreprise pour participer à sa gouvernance, que le travail doit être moins subi et surtout qu'on doit avoir plus de place pour le reste dans sa vie. En faisant un mauvais jeu de mots, bon, il ciblait Sandrine Rousseau, vous l'aviez très bien compris. En faisant même pas compris tout de suite tellement c'était féministe, flemme. En gros, voilà, il associe le féminisme à la flemme. Est-ce que ça vous choque? Mais je comprends même pas le lien en fait, très sincèrement. Mais moi je peux vous dire que je viens d'un territoire, le bassin minier du Pas-de-Calais, où je sais comment était la valeur travail pendant toutes ces années d'exploitation minière, etc. C'était quelque chose de fort pour les gens. C'était au-delà de tout, au-delà de la santé, au-delà de l'environnement. Et j'ai vu où ça nous a mené aussi. J'ai vu les limites de ça. Donc en fait, caricaturer en disant c'est soit la valeur travail, soit la flemme, je suis pas entièrement d'accord. Très bien. Merci beaucoup Marine Tondelier d'avoir accepté notre invitation. Toujours pas de fumée rouge.